Merci de rester avec nous sur Antenne 1. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information de la mi-journée que nous ouvrons par cette nouvelle. La séance plénière consacrée à l'examen de la question orale avec débat adressé au directeur général de la Régie des eaux par les députés nationaux Toby Kongolo sera examinée ce jeudi au début de l'après-midi dans cette institution. Et puis, un incendie a consumé dans la nuit du mercredi 11 juin une station d'essence en plein centre-ville de Kananga appartenant à un homme d'affaires de cette contrée. Aucune perte à vie humaine n'a été enregistrée, mais seulement des dégâts matériels énormes. Notre correspondant sur place nous rapporte que les ravitaillements du carburant à partir des camions citernes seraient la cause, bien sûr, de ces drames. D'une information à une autre, Washington intensifie la pression pour un accord de paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. En cet effet, il invite le Rwanda à retirer ses troupes du territoire congolais pour la désescalade et la déstabilisation de la partie est de la RDC. C'est le récit que vous propose Patrick Félix Abel. Suivez. Les États-Unis d'Amérique obligeraient le Rwanda de retirer ses troupes de l'Est du Congo avant la signature d'un accord de paix entre deux pays. Selon nos confrères de l'agence Reuters, citant le conseiller principal du président américain Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, les USA souhaiteraient un accord de paix soit finalisé à environ 2 mois et résoudre un conflit dont les racines remontent il y a plus de 30 ans. Le projet d'accord de paix élaboré par les USA n'est pas une simple déclaration de principe signée par les 2 ministres des Affaires étrangères lors d'une cérémonie à Washington au mois d'avril dernier sous les auspices du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les 2 parties répondraient à toute préoccupation de sécurité dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'autre. Rappelons qu'après la prise des villes de Goma et Bukavu, les rebelles de l'AFC M23 ont été soutenus par l'armée rwandaise. Selon plusieurs rapports, environ 12 000 hommes ont rejoint la coalition rebelle pour combattre contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Et sachez que dans ces chapitres, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et la chef de la MONUSCO arrivent aujourd'hui à Goma pour une visite de terrain en amont de son briefing devant le Conseil de sécurité le 27 juin prochain. Pendant sa mission dans cette partie de la République démocratique du Congo, Bitou Keïta va s'entretenir avec les représentants de l'AFC M23 afin de mieux comprendre la situation sur place et l'impact des conflits sur la population. Restez toujours dans ces chapitres. Crimes graves et massifs commis à la prise et l'occupation de Goma et Bukavu par l'AFC M23 dès janvier en avril 2025. C'est l'intitulé du document récemment publié par le mécanisme national d'accord des... C'est le document publié, allais-je dire, publié par les mécanismes nationaux de suivi d'accord de cadre d'Addis Abeba, révélant les massacres commis dans cette partie du pays par les rebelles. Commentaire, Patricia Molengo. Un document publié au mois d'avril dernier, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a peint un tableau sombre sur le massacre à l'est de la République démocratique du Congo perpétré par les rebelles du mouvement du M23 de la période allant du 26 janvier au 16 février 2025, précisément à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et à Bukavu dans le Sud Kivu, ainsi que ses environs. Le rapport du MNS révèle que des milliers de Congolais ont été tués et violés. Ces massacres ont occasionné des milliers de personnes déplacées et ont trouvé refuge dans différents milieux qu'elles ont estimé vivre un peu dans la paix et la quiétude. L'occupation sanglante et meurtrière de villes de Goma et Bukavu
a été causée par de nombreux groupes dont certains ne sont pas identifiés, de groupes armés, y compris de groupes étrangers tels que le RDF M23, soutenu par le Rwanda, et les rebelles nationaux comme AFC, rapporte le document du MNS. Il ressort de l'analyse des faits documentés que les actes délibérément commis par le RDF M23 sont des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et potentiellement de crimes de génocide selon les normes du statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi que les actes portant atteinte à la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression de crimes de génocide. Par conséquent, le MNS rappelle que la lutte contre l'impunité constitue la pierre angulaire de l'accord cadre d'Addis Abeba, lesquels engagent tous les signataires à s'abstenir de tout soutien aux groupes armés, à promouvoir la coopération régionale, à mettre fin à l'ingérence dans les affaires internes des États voisins et à respecter l'intégrité territoriale. Ces documents se veulent donc un acte de vérité, un outil de plaidoyer et une exigence de poursuite en justice de tous les auteurs de 10 crimes qui n'ont fait que endeuiller la population congolaise. Parlons politique à présent. La proposition de Martin Fayulu de créer un camp pour la patrie à la suite de sa rencontre avec le président Félix Antoine Tshisekedi suscite des réactions au sein de la classe politique congolaise. Présentée comme une réponse à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, cette initiative est perçue par une frange de l'opposition comme instrument de division et rallonge de la majorité plutôt que vecteur d'unité nationale. Suivez ces commentaires de Patrick Félix Abeli. Le concept camp de la patrie se veut être un élément catalyseur pour la mobilisation citoyenne en République démocratique du Congo. Il incarne non seulement les serments collectifs à contrer la division interne des citoyens et la soumission à des forces extérieures, aussi pour la dénonciation de toute complicité ou ingérence des puissances étrangères et pays qui menaceraient la stabilité nationale. Cependant, cette démarche initiée par le président décidé Martin Fayulu Madidi est loin de faire l'unanimité et se heurte à des vives critiques au sein de la classe politique congolaise. À l'opposition, par exemple, certains acteurs perçoivent cette démarche comme une opportunité de rallonger la majorité présidentielle et renforcer les pouvoirs de Félix Tshisekedi et s'en passer de l'union sacrée pour la nation. Alors que les vrais problèmes, base de l'insécurité dans l'est du pays où une partie est sous occupation de la coalition rebelle AFC M23, soient zappés. Nonobstant, ce revirement est considéré comme stratégique pour s'aligner sur des agendas particuliers après avoir adopté une posture d'opposition farouche. C'est à l'instar de Martin Fayulu. Le président décidé qui a rencontré le président Félix Tshisekedi ne suit pas de critiques. Si l'ancien candidat à la présidentielle de 2018 et 2023 appelle les Congolais à l'unité pour faire face à la guerre d'agression, il propose tout de même ses alternatives. Le camp de l'ancien président Kabila, pour lui, estime que ce rapprochement est un revirement opportuniste, mettant en lumière un accord tacite entre Tshisekedi et Fayulu. Par ailleurs, le camp de la patrie représente un idéal de cohésion sans réalisation. Il est mis à l'épreuve par des dynamiques du pouvoir et de leurs acteurs. Rendons-nous à présent au Lualaba pour parler de l'ouverture par les chefs de l'État de la 12e session de la conférence de gouverneurs qui s'est placée sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces ». Cette rencontre met en lumière les avancées diplomatiques de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage de Mandi Kouyala. Santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces, que la 12e session de la conférence des gouverneurs a été déclarée ouverte à Kolwezi dans la province du Lualaba par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la somptueuse salle de congrès. C'est mardi 10 juin 2025. Les présidents du Sénat, la première ministre chef du gouvernement, ainsi que les membres de son gouvernement, les 26 gouverneurs de province et les présidents des assemblées provinciales. Première à prendre la parole, Marie-Thérèse Masuka Saini a remercié les chefs de l'État pour avoir choisi la province du Lualaba afin d'abriter ses assises. Elle a également félicité les thèmes choisis qui reflètent l'engagement envers la santé avant de saluer l'engagement du chef de l'État dans le retour de la paix dans la partie orientale en proie de l'insécurité rwandaise.
Au nom de tous les gouverneurs, Jacques Kabula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, a présenté les mémos des gouverneurs dans lesquels il dénonce plusieurs irrégularités, notamment la non-application des mesures adoptées lors de la dernière session à Kalimi, telles que la caisse des péréquations, la rétrocession des 40%. Il a également formulé des propositions et recommandations signées tous les gouverneurs présents à ces assises. Exprimant sa gratitude à la population lualabaise pour l'accueil chaleureux, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé son admiration pour les cadres somptueux qui accueillent la 12e conférence des gouverneurs. Il a ensuite passé en revue les défis auxquels son régime a été confronté, notamment la gratuité des soins maternels et néonatals instaurée depuis septembre 2023, qui a permis de prendre en charge à plus de 2 millions d'accouchements et de réduire la mortalité et d'éliminer les pratiques de séquestration des femmes et des nouveau-nés. Le premier citoyen de la République a également invité les gouverneurs à élaborer des stratégies afin de réduire les inégalités sociales. À cette occasion, les ministres de la Santé publique a salué et remis des diplômes de reconnaissance aux 3 provinces, Tanganyika, Olomami et Lualaba, pour leur disponibilité à financer et à accompagner la vaccination des enfants à travers la République. Il est à noter que la conférence des gouverneurs organisée à Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, se tient du 10 au 13 juin 2025. Mesdames, Messieurs, vous avez constaté que ce reportage parlait bien sûr de la poursuite de la 12e conférence des gouverneurs qui s'était à Kolwezi au Lualaba et non de l'ouverture. Lualaba, on y restait toujours. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré mardi 10 juin 2025 les nouveaux bâtiments administratifs de la Commission électorale nationale indépendante. Cette inauguration s'était faite devant plusieurs notables, y compris le président de cette institution. Suivez ce reportage de Patricia Passois. Chef-lieu de la province du Lualaba, c'est sous un soleil éclatant que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 10 juin 2025 à la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration officielle du nouveau siège provincial de la Commission électorale nationale indépendante. Un bâtiment flambant neuf, érigé au numéro 518 de l'avenue Baoba, dans la commune de Dilala. Une infrastructure moderne de 2 niveaux, comprenant 13 bureaux, une grande salle de réunion, une salle de formation, un entrepôt et des installations sanitaires autonomes. Cette réalisation s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État de renforcer les institutions publiques, en particulier celles chargées d'organiser les élections. Et pour la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, ce bâtiment est bien plus qu'un siège administratif. C'est un gage de stabilité institutionnelle et un acte concret d'adhésion à la vision du chef de l'État. De son côté, le président de la CENI, Denis Kadima, a mis l'accent sur la valeur stratégique du bâtiment dans un tout. Tous les services de la CENI sont désormais regroupés sous le même toit. Cette inauguration, rappelons-le, intervient quelques heures après l'ouverture de la 12e conférence de gouverneurs, laquelle a été présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un moment hautement symbolique alors que la République démocratique du Congo continue de faire face à des défis majeurs en matière de sécurité, particulièrement dans sa partie Est. Parlons santé à présent. Conçu par le président de la République pour donner accès à la population congolaise aux soins de santé de qualité, le programme Couverture Santé Universelle connaît plusieurs problèmes aujourd'hui. Plusieurs formations sanitaires ont suspendu leurs activités. Les travailleurs dénoncent à eux le retard dans le paiement des frais et d'autres financements des activités irrélatives. Suivez ce récit qui vous a été fait par votre rédaction. Face aux défis liés notamment à l'insuffisance voire l'inexistence des infrastructures de santé dans les régions reculées en République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi a placé la couverture santé universelle parmi les priorités de son 2e mandat. Ce projet n'est pas une option parmi d'autres, mais une nécessité absolue pour garantir à chaque Congolais, indépendamment de son lieu de vie et de sa situation économique, un accès équitable en des soins de qualité. Dans son engagement, le président Tshisekedi a lancé en 2023 la gratuité de la maternité et des nouveau-nés.
À Kinshasa, comme dans d'autres villes du pays, plus de 2 millions d'accouchements ont été pris en charge et 50 000 nouveau-nés, malades ou prématurés ont bénéficié des soins. Environ un an après le lancement de ces projets, l'on enregistre des graissements des dents dans plusieurs formations sanitaires qui dénoncent les retards de paiement des salaires et les non-financements pour répondre aux besoins de la population. Au centre de santé Mokole de Kinshasa, par exemple, toutes les activités liées à la gratuité des maternités sont suspendues. Réagissant sur cette question, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, appelle les médecins au calme tout en promettant une réponse favorable. Ces médecins ont pourtant accordé une semaine au gouvernement, faute de quoi ils iront en grève et suspendront la gratuité dans les hôpitaux. Notez que depuis son lancement, la couverture santé universelle est opérationnelle dans 14 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Les cinq membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale du Kasai central, visés par des pétitions, ont été officiellement destitués de leurs fonctions le mardi 10 juin en 2025. Nous faisons le point avec notre correspondant sur place, Fidel Mbaye. Du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasai central ont été démis de leurs fonctions ce mardi 10 juin 2025 à l'issue d'une séance plénière présidée par les bureaux d'âge de cet organe délibérant. Tout a commencé avec l'appel nominal fait par l'honorable Jean-Paul Bambi, rapporteur du bureau d'âge, question de vérifier le quorum des sièges. Sur 34 députés provinciaux qui comptent cette assemblée, 19 ont répondu présents lors de cette séance plénière. Malgré la motion incidentielle soulevée par l'honorable Bob Kayombonyoka demandant à ses collègues députés de donner le temps aux membres du bureau visés par les pétitions de présenter leurs moyens de défense, l'Assemblée, quant à elle, a décidé d'examiner cette pétition. Sont des chiffres et des fonctions des membres, des personnes dont les noms à l'égard des fonctions. Honorable Daniel, président, honorable Kango Patrice Noël, vice-président, honorable Niaya Anaké, rapporteur, honorable Mazata Jean, rapporteur adjoint, honorable Mangata Mukedi, Justin Kester. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente résolution. Pour l'instant, c'est l'honorable Stéphane Mwanda, président du bureau d'âge, qui continuera à présider les séances plénières en compagnie de CD Benjamin jusqu'à l'organisation des prochaines élections devant mettre en place un nouveau bureau légitime et définitif de l'Assemblée provinciale du Kasai central. Nous restons toujours au Kasai central où il y a eu des vives tensions sur la ville de Kananga au début de la semaine autour des recouvrements forcés de la Direction générale des recettes du Kasai central, DGRK en abrégé, sur les documents des bords des engins roulants. Ce bouclage a été contesté par les conducteurs de motos communément appelés Wewa. Notre correspondant sur place, Fidel Mbaye, a fait. Le lancement du bouclage par la Direction générale de recettes du Kasai central, DGRK, ce lundi matin a suscité une vive contestation dans la ville de Kananga de la part des conducteurs moto communément appelés Wewa. Cette opération de recouvrement forcé, pourtant annoncée le week-end dernier après une caravane de sensibilisation menée dans toutes les 5 communes de la ville de Kananga par la DGRK, vise à contraindre les détenteurs d'engins roulants à s'acquitter de leurs obligations fiscales. Les documents exigés sont entre autres la plaque, vignette, patente, taxes de spécialisation ainsi que les contrôles techniques. Mais cette initiative n'est pas du goût des motards qui ont envahi le riz dès les premières heures de ce lundi 9 juin 2025. Malgré l'intervention de la police pour calmer la situation, la tension a perduré jusqu'aux environs de 11 heures. Pour trouver solution à cette crise, le DGA de la DGRK, John Kabeya, a eu un échange direct avec le motard devant son bureau de travail. Ce dernier a accepté les revendications des taximens et leur a accordé un délai supplémentaire de 45 jours afin que ces derniers s'acquittent et même de leur devoir fiscal. Une décision sage, saluée par tous les motards qui ont accepté de s'acquitter à cette obligation fiscale dans les délais avant de libérer toutes les rues et vaguer librement à leurs occupations. Jean-Pierre Kabangou est l'un des manifestants. Pour l'instant, la ville est calme. Toutes les routes libérées, la paix est revenue grâce au dialogue entre le directeur général adjoint de la DGRK ainsi que les motards.
Voilà, ça n'est fini avec ces bulletins d'information sur la chaîne des références. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Portez-vous bien, car chaque jour est une vie.